Il paraîtrait que le hentai, c'est pas que des tentacules, des jeunes lycéennes prépubères et des aigao dans tous les sens. J'ai même entendu dire qu'il existerait une bible du sexe hentai pour vous partager tous les bons tips afin d'avoir une vie sexuelle épanouie. Je m'appelle Jade. Je suis Mina. Et vous écoutez l'épisode 33 du N'importe Q. Des câlins, Didier, des câlins. J'ai des tonnes de câlins à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le tampax. Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité. Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, ben c'est joli ce que vous me faites voir là. Si on faisait une petite partouze. Oh, moi plus de toi, j'ai jamais essayé. Dans cet épisode, on s'intéresse à un genre qu'on n'a encore jamais abordé dans le N'importe Q, le hentai. Et pour l'occasion, on a décidé de casser les clichés que vous pouvez avoir sur ce genre en vous dévoilant une pépite, Step Up Love Story. Le sexe, j'ai su très jeune ce que c'était. Et par sexe, j'entends la reproduction. Quand on parle d'éducation sexuelle, on a souvent tendance à s'arrêter à la reproduction et l'anatomie, au mieux la contraception pour les plus chanceux. Alors je vous propose de m'accompagner dans un petit flashback années 2000 sur mon éducation sexuelle. La vraie, celle où on parle autant désir que plaisir. Déjà les bases. J'ai fait mon collège dans un tout petit établissement d'environ 100 élèves dans le fin fond des Deux-Sèvres. À l'époque, on s'intéressait davantage aux derniers mouvements stylés de la tectonique, et quand on parlait sexe, ça faisait marrer les teuteux. Notre professeur de SVT, c'était Monsieur Faury, un vieux monsieur qui enseignait depuis moult décennies. Coucou Monsieur Faury, si j'avais 20 sur 20 partout, c'est parce que j'avais compris que vous refaisiez les mêmes contrôles chaque année, donc j'allais chercher les copies des années précédentes. Ouais, je suis un peu une arnaque, mais promis, je kiffais vos cours. Donc, Monsieur Faury, en enseignant qu'il veut pas se prendre la tête avec les teuteux de 4e, a sorti une banane, une capote, a mis la capote sur la banane, ça fait rire tout le monde, et a rangé la banane. Fin de mon unique cours sur la contraception au collège. On passe au lycée, cette fois-ci situé dans une ville plus grande, plus culturelle, que j'adorais. Ayant à peu près 5 de moyenne dans les matières scientifiques, je me dirige naturellement vers un bac L, ce qui signifie à l'époque qu'on avait encore des cours de SVT en première. Cours durant lesquels on est censé perfectionner nos connaissances sur le sexe. Déjà, j'avais pris de l'avance, en bonne curieuse, j'avais ramassé tous les prospectus de l'infirmerie sur le sujet. J'étais calée en reproduction, contraception, MST comme personne. Manquait plus que le plaisir. Parce que ouais, à l'époque, j'étais vierge et j'avais décidé de ne pas me prendre la tête avec ce genre de choses avant ma majorité. Pas que j'en avais pas envie, mais cela représentait une trop grosse charge mentale pour la gamine de 16 ans que j'étais. Donc, la bête à deux dos, de côté, mais je me touchais la nouille et j'étais curieuse de savoir comment on pouvait ressentir du plaisir. Pas de chance, la dernière prof de SVT de tout mon parcours scolaire était une meuf pseudo-engagée en politique qui préférait sécher les cours à préparer sa pseudo-campagne pour les municipales plutôt que d'enseigner à sa classe. Résultat, à peine 3 cours dans l'année, et mon plaisir, je me suis fourrée sous le bras. Le manuel scolaire s'arrêtant à la mystique reproduction, seule et unique raison d'apparemment copuler, j'avais l'impression que l'univers se foutait de ma gueule. Comment on fait pour comprendre et connaître les choses du plaisir ? J'avais essayé le porno qui me paraissait trop loin de ces problématiques, même si j'avais rien contre. Je relisais les passages chauds de l'amant ou de n'importe quel Émile Zola, j'observais les scènes érotiques de Basic Instincts, mais j'avais conscience que tout ça ne relevait que d'un fantasme imagé et construit de toutes pièces. Puis un jour, l'univers s'est dit que, quand même, il était temps que Jade comprenne de quoi que ça s'agit. Il y avait une meuf dans ma classe qui aimait beaucoup les mangas. Surtout les yaoi, ces mangas gays pouvant être très torrides. Mais c'est pas de yaoi dont on va parler aujourd'hui. J'adorais les mangas, j'en lisais par dizaines, j'en achetais compulsivement, One Piece était ma bible, je passais des heures dans les rayons des librairies à bouquiner. Un jour, je remarque dans la collection de cette meuf des tomes jaunes et roses fluo. Un truc ultra pétant à l'œil que j'avais déjà vu dans les étagères pour adultes des rayons manga. Elle me sort que c'est une histoire d'amour et me vend ça comme la Bible du sexe. Je suis curieuse et j'emporte plusieurs tomes avec moi dans ma chambre d'internat. Et diantre si j'avais su. Si j'avais su que c'était ce manga qui allait faire toute mon éducation sexuelle de A à Z, en prenant grand soin de bien détailler la partie plaisir, communication dans le couple, complexe, absolument tout. Alors aujourd'hui avec Mina, on vous fait ce cadeau. On vous partage ce hentai qui peut-être répondra à bien des questions que vous vous posez sur le sexe et surtout le plaisir. Le plus beau dans tout ça, vous avez notre garantie que vous pourrez vous toucher la nouille tellement c'est excitant. Et donc je vous rappelle que si B, D et K sont nuls... Mais genre tu vois j'arrive dans le bus, je m'accroche à la barre et là, putain j'ai une gaule de ouf et tout. Mais c'est les ondes électromagnétiques qui font bander, c'est tout à fait connu. En fait dans la bite, si tu veux t'as des récepteurs qui réagissent aux ondes des moteurs.
Les ondes dilatent les veines dans la bite, et le sang il monte comme si vous sortait de ta bite, et hop, t'as une gueule d'enfer. C'est un gros problème sur les chantiers. Les mecs, tu vois, qui conduisent des tracteurs, imagine la galère, toute la journée, grosse tub dressée et tout. J'aimerais bien produire des engins comme ça, moi. Avant de se lancer à corps perdu dans Step Up Love Story, Mina, est-ce que tu connaissais ce manga et plus largement, est-ce que tu as l'habitude de lire du hentai ? Absolument pas, je ne connaissais pas Step Up Love Story, mais vraiment, il y a que toi qui m'en as parlé. Il faut dire aussi que je suis pas une très grande consommatrice de manga, hentai non plus, mis à part les hentai animés sur Pornhub et compagnie. Mais sinon, ça m'est arrivé pour essayer de m'exciter, de découvrir cet univers, de lire des hentai, mais des hentai sur ton navigateur, quoi, sur Internet. C'est plutôt sympa, mais je m'y connais vraiment pas dans ce domaine. Donc là, c'était un peu une première, et c'était une très bonne première. Bah, c'est vrai que, tu vois, moi j'aimerais bien pouvoir lire du hentai autrement que sur Internet, où tu vois, t'en as partout et tu sais même plus par où commencer. Enfin, moi quand j'ai commencé à mettre les mains dedans, c'était une horreur, je savais pas sur quel site aller, je connaissais pas forcément tout. Et en France, l'édition fait que, on publie déjà pas beaucoup de choses en rapport avec la sexualité, en tout cas l'excitation sexuelle à but masturbatoire, et les hentai... il n'y en a pas énormément non plus, quoi. À part les yaoi qui ont vraiment un énorme public en France, il n'y a pas tant de hentai que ça, j'ai l'impression, publiés par les gros éditeurs. Mais Step Up Love Story, c'est un manga qui a été créé par Katsuaki. Le premier tome a été diffusé en 1997 et la série est toujours actuellement en cours avec plus de 78 volumes. Au Japon, le manga a été édité par Hakusensha, qui est une grosse maison d'édition quand même, qui est très connue là-bas, qui a fait pas mal de mangas cultes dans bien des domaines. Si vous aimez les trucs un peu fifi et que vous avez grandi comme moi dans les années 2000 en aimant les mangas, vous avez Host Club et Vampire Knight. Et si vous aimez les choses un petit peu plus cultes de manière générale, vous avez l'incroyable Berserk, que je vous conseille. En France, il a été édité par les éditions Pika, qui, eux, ont aussi quand même pas mal de grosses séries. On a l'Attaque des Titans, Fairy Tail, Seven Deadly Sins. Et alors, en revanche, en France, l'adaptation s'est arrêtée au tome 50. Il n'est plus édité aujourd'hui, il n'est plus imprimé, et il est introuvable. Donc c'est vrai qu'on a un peu galéré à lire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a uniquement des versions, comment on dit déjà ? Pirates un peu ? Ouais, des versions pirates et des reventes, en fait. J'ai vu par contre en allant sur le site de Pika qui propose des versions numériques, donc je pense qu'on a peut-être été sur des versions pirates en allant pas directement chez l'éditeur et c'est pas bien. Mais en même temps on savait pas, c'est vraiment, j'y suis vraiment allée avec toute la bonne volonté du monde en librairie pour aller acheter des tomes, tu vois, vraiment pour l'expérience, pour me dire ça y est, je vais les acheter, je sais que ça vaudra le coup, et ben c'est plus diffusé nulle part qu'enfin. En fait, ce qui est un peu rigolo, c'est que Pika a édité Step Up Love Story en 2004. Sachant que la série, elle est sortie en 97, il y a quand même un énorme gap de 7 ans. Tu vois, ça s'est pas vraiment beaucoup vendu, en fait, par la suite. Ils sont arrêtés, comme tu dis, au tome 50, fin 2017, et vraiment en faisant une grosse erreur de com', c'est-à-dire, en gros, ils ont sorti le tome 50 avec marqué en énorme autocollant « Dernier tome, il n'y en aura plus après ». Mais après, aujourd'hui, si vous voulez le lire, il est quand même, enfin, en tout cas, le lire en papier, il est quand même disponible d'occasion sur les sites de revente, sur Vinted ou sur Le Bon Coin. On en trouve plein. Ouais. En termes de vente, alors je sais pas si tu as trouvé beaucoup de chiffres, moi j'ai trouvé en tout cas qu'à partir du 69e tome, ça s'était vendu au total à plus de 26 millions d'exemplaires. Donc c'est quand même un bon succès, je pense. En France, tu veux dire ? Non, je crois que c'est dans le monde. Alors les chiffres sont assez... Parce que ça, c'est un chiffre qui vient de Anime News Network. Et en tout cas, c'est sûr, on a dépassé la 20aine de millions d'exemplaires. Ouais, donc c'est pas rien, quoi. Tu vois, pour un manga à l'international, c'est quand même un bon score. Et on va passer peut-être à expliquer un petit peu, avant de commencer le détail des premiers tomes qu'on a lus, qu'est-ce que c'est que Step Up Love Story ? Eh bien, Step Up Love Story, c'est l'histoire de Yura et Makoto, qui ont tous les deux 25 ans, et qui font appel à une agence pour une rencontre arrangée. Ils tombent très très vite amoureux et ils décident par la suite de se marier. Ce qui se passe vraiment beaucoup au Japon, ça peut paraître un petit peu encore choquant aujourd'hui en France de faire appel à ce genre de service, mais c'est quelque chose de très commun. Mais il y a un petit souci, c'est que Yura et Makoto, eh bien ils sont vierges. Et en se mariant, ils vont expérimenter pour la toute première fois de leur vie une vraie vie sexuelle. Et on va suivre ça à travers 78 tomes, pour le moment. Et aussi, la particularité de Step Up Love Story, c'est qu'on a aussi le manga qui est régulièrement alimenté de conseils, d'informations scientifiques, de statistiques et de chiffres autour de la sexualité. Ce sont des chiffres sur des études japonaises, mais on a droit, à la fin des tomes, en tout cas édités chez Pika, aux chiffres français. Et également très important, avant qu'on se lance dans le détail des tomes,
Step Up Love Story, on vous dit que c'est un hentai. On va débattre un petit peu plus tard de si c'est vraiment un hentai ou pas, mais on ne voit pas de partie intime. Si vous préférez, on va voir des boobs, mais on va pas voir de gros plans sur une verge en érection qui pénètre un vagin dilaté. On va juste voir les personnages qui sont en plein rapport sexuel, en plein coït, mais vous allez pas avoir de gros plans sur les parties génitales à strictement parler. Vous allez avoir souvent des vues de coupe, mais pas des gros plans sur les parties génitales. Donc, est-ce que c'est un hentai ? On vous apportera la réponse plus tard. Step Up Love Story, c'est beaucoup de tomes. Un tome, c'est 10 chapitres. Donc, pour cette émission, on va se concentrer sur seulement 2 tomes, c'est-à-dire 20 chapitres qu'on va vous raconter en détail en espérant vous donner un petit peu envie de vous jeter dedans. Chapitre 1, présentation des personnages principaux. Comme on expliquait, Makoto Onoda, 25 ans, représentant commercial pour une entreprise de cosmétiques, qui va avoir une rencontre arrangée avec Yura, qui a 25 ans aussi, qui travaille dans une agence de voyage, qui est timide, mais qui aime les films d'horreur. Épouse-la tout de suite, Makoto. C'est un très très bon signe. Épouse-la tout de suite. Et ce premier chapitre va se baser un petit peu sur l'évolution, très succincte de leur relation. On découvre en fait qu'ils se sont fréquentés pendant 3 mois et Makoto en profite pour demander Yura en mariage directement. Et techniquement, ils se marient 10 mois après s'être rencontrés. Pour avoir une petite idée de la personnalité de Makoto, c'est un mec un petit peu naïf et un petit peu maladroit. Ouais, un petit peu beauf, on va découvrir par la suite. Enfin, encore une fois, moi, je vais le défendre. Je vais être un petit peu l'avocat du diable pendant cette émission. C'est ça, c'est quelqu'un... c'est un peu le japonais de base. Enfin, j'aime pas dire ça, mais un peu le japonais cliché dans les mangas ecchi. Ça veut dire que, voilà, il est un petit peu béné, entre guillemets. Il est toujours très de bon fond, mais il est un petit peu béné. Il est un peu curieux par les choses du sexe, mais il en a une idée très préconçue et très cliché. Et derrière, Yura, c'est un peu la fille, elle est magnifique, elle est belle, elle est très cucu, la praline, très très plan-plan, elle se rend pas forcément compte de ce qu'est la sexualité, elle est très facilement gênée, voilà, c'est un peu la fille fleur bleue, un peu fragile. Donc Makoto et Yura se marient, et on attaque direct sur la nuit de noces, où on voit déjà que Makoto s'imagine un peu comment va être habillée Yura, est-ce qu'elle va être en petite tenue, en lingerie, parce que lui, en fait, ce qui est très très drôle, en fait, c'est qu'ils savent pas qu'ils sont vierges. L'un et l'autre savent pas que l'autre est vierge. Donc ils s'imaginent que Yura a de l'expérience avec plein d'hommes, qu'elle va arriver, qu'elle va un peu le chauffer, et elle est tellement fatiguée qu'elle arrive en énorme pyjama des morts et elle va se coucher après avoir regardé un film d'horreur. Voilà, il se passe rien pendant cette nuit de noces. Parce qu'ils sont en plein déménagement en plus, donc avec tout le déménagement, ils sont aussi fatigués tous les deux. Chapitre 2, ça commence avec la rencontre des meilleurs amis de Yura, et on va avoir une discussion assez intéressante entre ces 3 femmes en fait autour du sexe, sachant que ses copines ne savent pas que Yura est vierge, elle s'en est cachée parce qu'il y a vraiment une grosse pression sociale, et on va voir aussi que l'entourage de ces 2 personnes ne sont pas du tout au courant qu'ils sont vierges, parce que c'est une honte entre guillemets à 25 ans d'être vierge, ce qui est totalement faux, mais voilà, on connaît un petit peu cette pression. Chacune déjà va raconter sa première fois. Donc on a souvent des premières fois pas ouf, j'ai remarqué. Ouais, elles disent, toutes les deux, elles disent qu'elles ont été déçues d'une manière ou d'une autre. Mais elles finissent par découvrir que Yura est vierge et du coup elles sont très rassurantes en fait, même s'il y a une pression, dès qu'on découvre que les personnages sont vierges, bon à part Makoto parce qu'il est entouré de gros cutards qui sont très cons, mais Yura, il y a toujours un petit peu cet environnement très très rassurant où finalement on est un petit peu choqué au début mais on en rit et on explique un petit peu les choses, surtout via un personnage qui viendra bien plus tard mais qu'on adore toutes les deux, Mina et moi. Et on découvre par la même occasion, dans un petit sondage, qu'apparemment, l'âge moyen du premier rapport sexuel au Japon est de 20 ans. Ce que je trouve un petit peu tard, donc je trouve ça un petit peu nul de juger les gens à 25 ans, tu vois, pour ne pas avoir eu de rapport sexuel. Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai qu'elles sont plutôt optimistes et en fait, ça se termine par une phrase que j'aime bien parce que c'est des femmes qui parlent de sexe. Donc on a une des amies qui dit j'arrive pas à croire qu'elles sont encore vierges. Bon, elle le restera sûrement pas longtemps, mais c'est dommage qu'elles ne sachent pas encore à quel point le sexe, c'est bon. Et du coup, je trouve que c'est plutôt chouette d'avoir des femmes qui parlent de sexualité de manière positive et pas comme d'un rôle à accomplir, quoi. Ouais, et aussi très très intéressant, c'est que les femmes, elles sont pas jugées pour aimer le sexe. Et ça, c'est un truc que j'adore dans ce manga. Jamais, enfin, vous allez voir qu'on va tomber très rapidement sur un personnage qui a une vie sexuelle très active et qui multiplie les partenaires. C'est une femme, et ce personnage n'est jamais jugé, n'est jamais traité comme une pute, une salope, comme ça pourrait l'être dans beaucoup de fictions. C'est pas une honte, c'est trop bien d'aimer le sexe en tant que femme, et c'est quelque chose que j'apprécie énormément dans ce manga. Bref, ensuite sur Makoto, qui est un petit peu frustré en fait de la situation, mais qui est toujours aussi mal à l'aise parce qu'il n'a pas d'expérience. Donc il décide de se chauffer un peu en se disant qu'il va se faire une petite séance de masturbation, il va se prendre un porno au magasin du coin, et en allant se doucher, il laisse le porno. Yura, qui est un petit peu curieuse, tombe dessus, mate la vidéo, et Makoto la surprend. Et on est parti. Ouais, parce qu'en fait, ça les met tous les deux dans un mood d'excitation, hein.
Et ils vont se rapprocher, ils vont commencer à s'embrasser. Il y a Yura qui va s'allonger sur le lit, et là, il va lui caresser la poitrine. Donc d'ailleurs, on a droit à un joli tuto pour dégrafer un soutien-gorge. Ouais. Et en fait, on voit qu'Yura est très mal à l'aise en fait, par rapport à la sexualité. Elle a honte d'être nue devant lui. Ouais. Alors que lui, au contraire, il déborde de joie. Hein. Il la trouve très belle, et puis voilà, il attend que ça, hein, clairement. Et on passe au chapitre 3, qui est en fait la suite de la première fois. Donc voilà, c'est la première fois. Mais oui, un chapitre où on va remarquer que Yura, elle est tout le temps gênée, elle a tout le temps honte, enfin... Ça va être un petit peu paradoxal, ces deux personnages, qui est que Makoto, c'est un peu un chaud lapin, voilà, il a un peu des pulsions qui font que... Mais de l'autre côté, Yura, elle va mettre quand même beaucoup de temps avant d'être à l'aise avec le sexe et de se dire qu'aimer ça, c'est normal et c'est pas une honte. Mais pour l'instant, on est sur deux personnages qui sont très très coincés dans leur sexualité. Ouais, c'est vrai qu'elle est mal à l'aise avec la lumière aussi. Elle veut toujours faire l'amour avec la lumière éteinte. Mais bon, moi je trouve que Makoto n'est pas à l'écoute de sa femme. Voilà, ça m'agace, ça va revenir très souvent. C'est le début, parce qu'après, en fait, on spoil un tout petit peu, mais voilà, il va tenter des choses et à chaque fois, elle le remet à sa place, plus ou moins violemment, et il l'écoute. Tu vois ce que je veux dire ? Il tente des choses, il est pas doué en communication. Encore une fois, je vais être l'avocat du diable. Ah ouais, non, je suis pas d'accord sur certaines choses. Il tente un peu des trucs, je trouve, mais des fois de manière pas très subtile et parfois pas violente. Il y a pas de violence du tout dans ce manga, mais de manière vraiment pas subtile. Et des fois, t'as Yura qui va l'insulter, qui va le remettre à sa place, qui va dire mais t'es vraiment qu'un sale con, vraiment, enfin, qui va faire comprendre que c'est pas bien. Voilà, moi, ce qui est très intéressant aussi avec Step Up Love Story, parce que j'ai lu les autres tomes après, c'est que tu te rends compte que la communication, c'est essentiel et qu'au début, ils l'ont pas. C'est pour ça que ça marche pas aussi bien. Mais quand tu continues Step Up Love Story, il y a la communication qui se fait, il y a des dialogues où vraiment, ils se le disent, s'il te plaît, dis-moi ce que tu veux, s'il te plaît, voilà, on communique, et ça s'installe de plus en plus. Et je trouve ça, en fait, normal d'une certaine manière que deux personnes qui se connaissent pas, qui ont jamais été intimes, ça marche pas trop, surtout que lui, il a pas vraiment d'expérience, et la seule expérience qu'il a, c'est juste regarder du porno et avoir des copains qui le conseillent mal. Pour moi, ça me paraît normal, et la communication, c'est la clé, et ce manga le montre très bien. Ouais, moi j'ai un petit peu du mal avec Makoto, mais en tout cas, je trouve que cette première fois, elle est plutôt mignonne. On voit qu'ils galèrent, c'est la galère, tous les deux, ils ont jamais eu d'expérience sexuelle. Tous les deux, déjà, il y a galère pour la pénétration, c'est-à-dire que Makoto ne trouve pas le trou. En fait, c'est ça que j'aime bien dans ce manga aussi, c'est que t'as vraiment ces petites techniques, mais des techniques basiques, c'est-à-dire qu'on n'est pas là genre alors il faut que tu la retournes comme ça pour faire ça, et ça lui fera du bien. Enfin, il y a vraiment ce truc de... Là, par exemple, tu trouves pas le trou, eh bien, la technique, c'est de partir du bas pour remonter, et comme ça, tu rentreras sans problème. Voilà, apprendre ou pas. Mais je trouve que c'est des choses un petit peu sympas qui agrémentent la lecture. Et en plus, c'est très mignon parce qu'au milieu de leur première partie de Jambes en l'air, ils découvrent qu'en fait, ils sont tous les deux vierges. Et on parle aussi des différents types d'hymen. Ça, j'aime bien. Tu vois, il y a un peu une partie, en fait, anatomie. C'est pas seulement que des astuces. Vous allez avoir des sondages, des chiffres qui vont vous être donnés sur la sexualité des Japonais de manière générale, parce qu'on parle d'un manga édité au Japon, mais également des petites coupes un peu anatomiques, des petits conseils, des pourquoi est-ce que c'est comme ça, qu'est-ce que l'hymen, pourquoi est-ce que ça fait mal, il va y avoir plus tard des choses sur la forme des seins, voilà, vous allez quand même avoir des conseils et des explications anatomiques qui vont aider un petit peu le lecteur à mieux comprendre les tenants et aboutissants d'un corps humain, entre guillemets. Mais voilà, écoute, ils font leur partie de Jambes en l'air, donc Yura, c'est pas forcément quelque chose qu'elle apprécie pour le moment, mais on va venir sur l'un des grands problèmes de Makoto, qui va se répéter pendant un certain temps pendant ce manga, c'est que Makoto est un éjaculateur précoce. Mais c'est pas encore dit ouvertement là. On voit qu'il éjacule précocement. Voilà, on sait qu'il éjacule rapidement et que c'est un petit peu surprenant, mais c'est pas encore explicitement dit. Et ce chapitre se termine quand même de manière positive et sur le pouvoir de l'amour, parce que, voilà, tous les deux, ils se supportent et se disent « on va pouvoir tous les deux s'améliorer ensemble ». Je trouve ça beau. Chapitre 4, on fait la connaissance d'un nouveau personnage qui s'appelle Akira et qui est le grand frère de Makoto. Akira, c'est un avocat qui est marié depuis très longtemps à sa femme qui s'appelle Sanae, qu'on rencontrera plus tard. Moi, je le trouve assez drôle. Il est hyper ouvert, il a à peu près aucun tabou, et surtout, il parle beaucoup trop fort. C'est-à-dire qu'il pose des questions très gênantes, à voix haute. Et par exemple, ça commence là où il va boire un coup avec son petit frère, et il pose direct la question « Alors, c'était comment ton dépucelage ? Je suis venu te donner quelques conseils. » Et vraiment, Akira se mêle vraiment de choses qui ne le regardent pas. Même si c'est pas le seul dans cette série. Moi, je trouve que c'est un gros beauf. Franchement, c'est un Akira. Limite, je sais pas si je peux dire c'est le personnage avec qui j'ai le plus de mal, mais vraiment, c'est un peu un pervers, quoi. Après, on est dans un hentai ecchi, forcément, mais... Tous les mecs dans ce hentai sont des pervers, vraiment. Tous, ce sont des beaufs. Même les meufs, en vrai, elles pensent mais les meufs, elles sont moins... comment dire, les meufs se donnent des conseils un peu plus intéressants que les mecs, je trouve.
On a aussi rapidement un petit aperçu de Yura sur son lieu de travail qui se fait harceler par son supérieur. Ça viendra bien plus tard dans la série, on vous en parlera pas pendant cet épisode, mais sachez que la question du harcèlement sexuel sur le lieu de travail est évoquée dans ce manga. On a aussi droit à quelques conseils de Akira. Par exemple, une bonne baise doit au moins durer 1 heure, 20 minutes de préliminaire, 20 minutes de rapport de base, 20 minutes de finale, et il n'y a pas de bon préliminaire sans les chouilles. Donc il est très sûr de lui, parfois à tort, hein, mais en tout cas il est vraiment dans cette optique de donner des conseils à son petit frère sur sa vie sexuelle. Ouais, et ces conseils ils sont pas si mauvais, parce que du coup Makoto il chauffe le soir même, il va avec Yura en faisant 20 minutes de préliminaire avec Kuni, et Yura, elle kiffe ça. Donc finalement c'est pas des mauvais conseils. Suite à quoi ils ont un rapport avec pénétration, mais nouveau problème, Makoto vient tout de suite, éjaculation précoce. Ce qui est très cool, par contre très intéressant, Yura exprime son désir de se protéger pour ne pas avoir d'enfant tout de suite. Putain, ça fait du bien d'entendre ce genre de choses. Ouais. Et elle dit par la suite qu'elle veut s'arrêter là et y aller doucement dans la découverte du sexe. De toute façon, ça peut être compliqué vu que l'autre il éjacule en même pas 1 minute, donc ils vont y aller doucement. Chapitre 5. Vraiment un petit chapitre rapide, des fois il y a des chapitres où il n'y a pas énormément de choses à dire. Makoto et Yura vont retrouver Akira et sa femme Sanae pour échanger un petit peu. On rencontre pour la première fois le personnage de Sanae qui est très rassurante et de très bons conseils auprès de Yura qui est pas forcément rassurée par sa vie sexuelle, qui est pour l'instant très limitée et encore inconnue. Ouais, je suis assez d'accord. Et c'est vrai qu'on a une Yura qui est encore très timide et très mal à l'aise avec la nudité, la sexualité. Et il y a un truc qui la titille dans cette conversation avec Akira et Sanae, c'est qu'il parle d'instaurer une atmosphère, donc une atmosphère sensuelle. Et donc, cette fois-ci, c'est Yura qui va un petit peu prendre les initiatives le soir même. Ils se retrouvent sous la douche. On va rester sur des préliminaires, pas de pénétration. Mais voilà, c'est l'occasion pour Yura et Makoto de se caresser un petit peu. Ce que Yura semble beaucoup apprécier. Mais elle s'inquiète quand même un petit peu de pas beaucoup mouiller. Enfin, ça va pas beaucoup être exprimé non plus, mais parfois elle a des petites inquiétudes, des petites angoisses. Mais voilà, on a masturbation. Je crois qu'elle le masturbe, si je me trompe pas, ou elle le caresse seulement pour le moment. Elle se met dos à lui, elle se met sur son dos et elle le masturbe dans le bain. Et après, ils inversent les rôles. Ouais, c'est ça. Mais ça se passe bien. Écoute, ça a l'air d'être une bonne expérience pour les deux, pour des petits préliminaires. Et voilà, mettre du contexte, ça semble plutôt légitime. On termine le chapitre sur... le départ pour la lune de miel parce qu'ils viennent se marier et ils ont décidé d'aller à Hawaï. Mais surprise, Makoto et Yura se rendent compte qu'Akira et sa femme Sanae se joignent à eux sans les prévenir. Vraiment le mauvais bail. Moi, si un jour mon frère fait ça, je le déteste à vie. Très clairement. Très clairement. Et on poursuit sur le chapitre 6, lune de miel à Hawaï. Du coup, ils sont tous les deux très tristes. Yura, elle est un petit peu triste parce que, ils seront pas seuls, alors que c'est quand même leur lune de miel et c'est quand même la période où tu es censé un petit peu faire l'amour tout le temps. Mais Makoto, il est plus motivé que jamais à leur faire passer un séjour. Et il lui assure que, ils vont s'éloigner le plus possible de leur frère, de son frère. Et ils ont un petit peu du mal quand même. L'essentiel du chapitre, ils le passent avec Akira et Sanae. J'ai noté cette phrase. Alors, on est dans un manga des années 90, mais ça m'a fait beaucoup rire. Un conseil, faire du shopping à Hawaï, mais en général, les filles de bonne humeur. Je ne sais pas, je n'ai jamais été à Hawaï, mais ça m'a fait beaucoup rire. Ah, mais moi, ça m'a saoulée, parce que c'est vraiment écrit « Les femmes y passent un temps fou, il faut s'armer de patience ». C'est vraiment le cliché des meufs qui adorent faire du shopping, et moi, ça m'énerve, parce que j'aime pas faire du shopping. T'es au Japon, déjà, dans un premier temps, les clichés sur les meufs, c'est pas la même chose qu'en France, tu vois, on est un petit peu dans la catégorisation des genres, en plus, dans les années 90, encore plus. Après cette séance de shopping, Akira décide de les emmener en début de soirée à un dîner-spectacle polynésien. L'objectif, c'est de lui faire découvrir les mouvements de bassin parfaits à travers les danseuses hawaïennes. Et surtout, ils vont beaucoup trop boire de cocktails. Ce qui fait qu'on passe au chapitre 7, baise à Hawaï. Baise à Hawaï, ouais. Et il faut dire que Sanae, entre-temps, a conseillé à Yura d'être, de manière très gentille, mais d'être un petit peu plus intrépide. Bref, ils ont beaucoup picolé, donc du coup, la nuit, ils dorment. Mais le matin, Makoto a envie de ken. Plusieurs inquiétudes pour Yura, qui, elle, est très mal à l'aise. Déjà, pour elle, faire l'amour, c'est uniquement le soir. Le matin, avec toute cette lumière, alors qu'ils sont pas lavés, c'est déjà trop pour elle. On a aussi le problème on l'a fait depuis tous les jours, en fait, depuis qu'ils sont à Hawaï, et elle se pose la question, si on le fait trop, je vais finir par être toute distendue. Et en fait, j'aime bien parce que tout de suite, ils vont démonter cette idée, et heureusement, en rajoutant ce petit pavé, ce petit texte scientifique qui dit « Tout cela est faux !» Même si le vagin est en effet très extensible, lors du rapport sexuel, il peut atteindre jusqu'à 10 cm de diamètre, il retrouve toujours sa taille et sa forme initiale. Déjà, on a Makoto qui, même s'il est un petit peu naïf et bête, lui dit « mais n'importe quoi, non, c'est faux ».
plutôt que de discuter, moi je trouve que c'est un petit peu un égoïste quand même, ce Makoto, parce que il voit que elle a pas envie, elle a plein d'inquiétudes. Il réagit vraiment comme un pauvre petit chien battu en disant ouais, en fait t'as pas envie de moi, non c'est bon, tant pis. Et donc Yura va céder pour faire plaisir à son homme parce qu'elle aime pas quand il a le moral à zéro. Paradoxalement, ça se passe vraiment hyper bien. Enfin, c'est le premier rapport sexuel où on voit qu'elle prend beaucoup de plaisir. Tu vois, même si la pénétration est très courte parce que Makoto, en tant qu'éjaculateur précoce, ne tient qu'1 minute avant d'éjaculer. Et ça se passe très bien. Enfin, tu vois qu'elle commence à prendre du plaisir et à se dire putain, donc ça peut être bon. Enfin, ça peut être intéressant d'explorer bien plus de pistes que ça. En fait, c'est un premier bon rapport sexuel dans l'histoire du manga. Et le manga indique que la durée moyenne d'un rapport sexuel est de 7 à 9 minutes. Ce que je trouve déjà pas mal. Bon, oui, hein. On va passer au chapitre 8. Attention, chapitre absolument exceptionnel que j'ai intitulé Rika l'incruste. On est de retour au Japon après la lune de miel. Et Makoto, sur son lieu de travail, est interpellée par une jeune femme qui se révèle être Rika, la petite sœur de Yura, qui vient l'interroger sur son lieu de travail, sur ses performances sexuelles, de manière complètement random. Elle est vraiment très drôle déjà de base. Et on découvre par la même occasion que Rika, au-delà d'être la petite sœur de Yura, elle a une vie sexuelle très 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 intense, avec beaucoup d'amants, et qu'elle a une longueur d'avance assez impressionnante par rapport à eux. Rika va ensuite voir sa sœur pour discuter un petit peu avec elle, et par un concours de circonstances où elles sont en train de prendre un bain toutes les deux, parce qu'au Japon c'est habituel de prendre des bains en famille, c'est pas un tabou, elle finit par voir le pénis en érection de Makoto, qui pensait que Yura était toute seule sous la douche, et qui voulait un petit peu la surprendre. Pareil, j'adore Rika, elle est hyper joyeuse, elle a une vie sexuelle débordante, donc elle explique à sa sœur aussi, qui elle au contraire est mal à l'aise, elle lui explique en ce moment je sais pas, j'ai quoi, 4-5 amants, et il y a mon petit copain aussi, donc c'est rigolo de voir vraiment le paradoxe entre ces deux femmes, surtout que Rika elle a 20 ans et Yura en a 25, et en tout cas c'est vrai qu'elles se retrouvent toutes les deux dans ce bain. Il y a Makoto qui débarque et c'est l'occasion de faire un petit point sur la taille des pénis, et donc on a un petit texte sympa qui nous dit soyons un peu sérieux. La distance séparant l'entrée du vagin de l'utérus mesure en moyenne 7 à 8 cm. Donc, même avec un sexe très court, de l'ordre de 7 cm, un homme peut parfaitement procurer du plaisir. Donc voilà, moi j'aime bien ces petits trucs très positifs, très scientifiques, très terre à terre, qui nous rappellent des choses simples de la sexualité et qui sont importantes parce que c'est des gros tabous en fait. Et puis on sait que les hommes se posent beaucoup de questions sur la taille des pénis. Donc je trouve que ce manga en parle très très bien. Chapitre 9, intitulé « Combien de fois qu'on baise ?» On va vraiment se concentrer sur un rapport sexuel pendant ce chapitre, il va pas forcément y avoir de petites histoires. Donc on a un premier rapport entre Makoto et Yura, où Makoto vient en 15 secondes, parce qu'il est toujours éjaculateur précoce. Et ça, alors, parenthèse, au stade où on en est quand même au chapitre 9, j'adore que ce soit quelque chose qui s'étale dans le temps. Ça veut dire que même quand on va terminer l'émission, il aura toujours ces problèmes d'éjaculation précoce. Et c'est très intéressant de remettre en fait ce genre de complexe au cœur du manga. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est vrai que dans ce chapitre, il est vraiment décidé en fait à surmonter ce problème d'éjaculation précoce. Donc, il va faire l'amour encore et encore, entre guillemets, jusqu'à ce que ce problème soit réglé. Et effectivement, le problème ne pourra pas être réglé. Et c'est très intelligent de le faire comme ça parce que ça ne se règle pas en si peu de temps. Et c'est intéressant de remettre ce problème régulièrement au cœur du truc parce qu'on sait que la durée d'un rapport sexuel est un complexe pour beaucoup d'hommes, une espèce de défi que beaucoup d'hommes se mettent aussi. C'est vraiment intéressant et c'est vrai qu'on a ce premier rapport qui fait 15 secondes, on a le deuxième qui fait 43 secondes et on a le troisième qui fait 1 minute 37 secondes. Le problème c'est qu'au dernier rapport, Yura elle commence à avoir un petit peu mal et à ne plus mouiller. C'est normal en fait et j'aime bien ce petit côté réaliste où tu fais bah oui en fait c'est pas comme dans les hentai habituels, tu vois, vraiment sexuels, un peu fantaisistes où ils le font toute la nuit sans aucun souci mais pendant des heures, il y a aucun souci, personne n'a de problème, tout va bien. Bah là 3 fois, même ça fait 15 secondes plus 43 secondes plus 1 minute 37, ça nous fait quoi? Ça nous fait à peu près 3 minutes. Bah ouais, mais c'est des premières fois, Yura elle a jamais fait ça aussi longtemps, c'est normal que ça chauffe un petit peu en bas. Makoto est prêt à retenter une 4e fois parce qu'il veut vraiment surmonter ce problème. Et c'est là qu'il y a vraiment un moment qui est quand même très chouette, c'est que Yura le prend dans ses bras et lui dit « Écoute, ça ira pour ce soir, je n'ai pas joui, mais nous avons tout le temps, puisque nous sommes ensemble pour toujours, pour l'éternité. Oh ah, c'est trop mignon. » Mais c'est mignon, ça déculpabilise vraiment ces espèces de complexes sur le rapport sexuel et la compétition, et vraiment c'est très mignon. Très important également, avant qu'on passe au chapitre suivant, Yura n'a toujours pas eu d'orgasme. Et je crois même pas qu'elle en aura eu pendant cette émission. Je crois pas qu'elle en aura. Non. Bref, ce sera pour plus tard.
Chapitre 10, on a laissé notre couple favori sur des problèmes d'éjaculation précoce, donc on va reprendre ce sujet, tout simplement, avec Rika, la petite sœur de Yura, et Yura qui va se confier auprès d'elle sur le problème de précocité de Makoto. Et Rika, comme elle a eu plein d'amants, ça lui est déjà arrivé d'avoir des éjaculateurs précoces. Donc elle va lui donner son astuce, contrôler l'éjaculation en exerçant des pressions sur la verge en bon moment et en stoppant tout mouvement, principalement en se mettant au-dessus de son partenaire. Et j'ai trouvé ça très intéressant, tu vois, moi ça m'est jamais arrivé auparavant d'avoir affaire à un homme qui a des problèmes d'éjaculation précoce. Et tu vois, quand elle dit les conseils, je fais, franchement, j'y crois. Enfin, ça me semble être de très très bons conseils, même dans la vie de tous les jours. Je pense, c'est vrai que j'ai jamais eu à faire face à ce problème non plus, donc je peux pas assurer la validité de ce propos, mais en tout cas ça a l'air plutôt vrai, enfin ça me semblerait plutôt logique si on parle mécaniquement de comment on est fait. Et j'ai adoré en fait cette manière de raconter le truc, de pas faire culpabiliser en mode « Ah quoi, t'es avec un éjaculateur précoce ?» Et voilà, les conseils de Yura sont illustrés aussi par les expériences qu'elle a eues donc avec ces hommes avant qui ont eu des problèmes d'éjaculation précoce. Yura, elle est un petit peu gênée, quoi. Elle se dit « Comment ça ? Se mettre dessus ? Comme sur un cheval ?» Mais c'est vraiment ce truc Moi, franchement, Yura, c'est pour ça que je préfère Makoto qui, ok, il est un petit peu lourdeau, mais Yura, franchement, jusqu'à un certain point du manga, tu sais, c'est vraiment la faire blanc en mode « Oh non, je ne peux pas dire que je prends du plaisir, ce n'est pas possible, oh non, pas en plein jour, pas le matin, pas dans cette position, je me sens sale. » T'as envie de dire « Non mais c'est bon, enfin... » T'aimes ça en plus, enfin on va le voir au fur et à mesure que ça va s'arranger très très vite. Mais c'est vrai que dans un premier temps, Yura, elle est vraiment très coincée. Et encore une fois, c'est des problèmes de communication qui, selon moi, sont mis très très bien en avant dans le manga. Mais Yura, elle ose pas vraiment dire les choses, et Makoto non plus, ce qui fait qu'ils sont toujours en décalage l'un et l'autre par rapport à leurs envies et leurs besoins. Pour moi, c'est très très bien le storytelling de ce manga là-dessus. Mais je trouve Yura quand même, elle a envie de faire bien en fait. Alors je suis d'accord, elle est un peu teuteux des fois, elle a envie de dire « Oh là là, Vraiment, elle a des clichés sur la sexualité et sur les femmes qui sont un petit peu fatigants, mais je trouve qu'elle a toujours cette envie de faire mieux, d'essayer. Et là, par exemple, les conseils de Rika sur se mettre sur le dessus et voilà, contrôler les mouvements, à la fin du chapitre, Yura, elle est prête à faire des efforts et voilà, elle est motivée. Bon, elle peut pas le faire le soir même parce qu'elle a ses règles, mais elle est motivée. C'est ça. Et aussi parce que c'est la fin du tome 1. Et oui. Donc, nous passons au tome 2. Chapitre 11, Makoto passe la soirée avec ses collègues. Ça fait 4 jours qu'il n'a pas fait l'amour car Yura a ses règles, donc si vous voulez, Makoto il est au bout de sa life, déjà qu'il ne pense qu'à ça d'habitude, là c'est encore pire. Et on fait la rencontre de ses collègues femmes qui sont célibataires et qui sont clairement en chien, dont Sugiyama, qui fait clairement du rentre-dedans à Makoto. Ah mais de ouf, c'est la blonde à lunettes, c'est ça ? Ouais. Ah ouais, non mais elle est relou, elle est vraiment relou. Après, c'est un petit peu en fait un trio féminin qui est présenté dans l'entreprise de Makoto comme le trio des fleurs, les femmes les plus belles de toute l'entreprise où travaille Makoto. Et voilà, moi qui ai lu le manga par la suite, tu vas suivre un peu leur vie sexuelle plus tard. Pour le moment, c'est pas le moment. Mais tu vas les suivre plus tard et ce sont des très bons personnages. Mais c'est vrai qu'il y a ce personnage, cette collègue qui est à fond sur Makoto, mais vraiment beaucoup trop. Faut qu'elle s'arrête, elle est vraiment en chien. Ouais. Vraiment. De toute manière, on apprend via ses copines que c'est une briseuse de mariage. Donc voilà, c'est pas la première fois qu'elle essaie un petit peu de séduire des hommes mariés. Et elle se met à renverser de l'eau sur le pantalon de Makoto. Donc vous voyez bien, comme Britney Spears dans le clip de Toxic. Donc elle lui essuie l'entrejambe. Là, on a tout un espèce de fantasme qui sera illustré où Makoto s'imagine nue en train de faire l'amour avec donc Sugiyama, cet nouveau personnage. Mais voilà, il se passe rien. Parce que Makoto, c'est quand même quelqu'un de très fidèle, même s'il voit toutes les femmes autour de lui, il les imagine nues à un moment donné, mais il est fidèle à sa femme. Tu vois, je trouve ça super cool parce que c'est l'occasion de parler pour la première fois des fantasmes et je trouve que c'est des choses dont on parle pas assez dans la vie de tous les jours parce que quand t'es en couple particulièrement, tu fantasmes pas sur quelqu'un d'autre. Ça ne va pas à la tête, tu as déjà un partenaire. Pourquoi est-ce que tu irais imaginer faire l'amour avec quelqu'un d'autre ? Et c'est quelque chose qui va se répéter particulièrement dans ce tome, il me semble. Mais Makoto, voilà, moi je trouve ça très sain en fait d'avoir des fantasmes. Je trouve que les gens ont tendance à les diaboliser. Et personnellement, je veux dire, moi de ma propre expérience, mais j'adore avoir des fantasmes. Tu sais, tu t'imagines un petit scénario, un petit film dans ta tête, c'est ton porno à toi, personne ne le verra et c'est très bien comme ça. Et tu t'imagines des situations, peu importe avec n'importe qui, c'est drôle. Mais c'est très sympa de mettre ça en avant en se disant que c'est une alternative et que c'est pas parce que tu fantasmes que tu n'aimes pas ton partenaire, ton ou ta partenaire. Chapitre 12. Makoto est malade. J'ai dit malade / première branlette. Ouais, Makoto, il est malade. Alors, je pense qu'il a juste un rhume, mais il panique parce que voilà, la vie sexuelle, c'est un petit peu tout ce qui l'intéresse aujourd'hui. Et il a peur d'avoir les oreillons, parce que ça peut rendre impuissant. Je savais pas ça. Franchement, j'avais oublié cette information. J'ai fait, mais c'est fantastique. Enfin, c'est fantastique. Non, je ne sais pas. Non, n'ayez pas les oreillons, messieurs. Mais franchement, je savais pas. Enfin, tu vois, là, j'étais trop contente. J'avais vraiment la sensation d'avoir appris un truc.
Mais on apprend vraiment des choses, hein. Non mais vraiment, ce manga, vous allez apprendre plein de choses. On dit ça avec notre recul de nous qui avons une vie sexuelle maintenant, mais vraiment, on apprend plein de choses dans ce manga, il est vraiment très bien. Ouais. Mais là, je vais te rejoindre sur Makoto forceur. Je suis d'accord avec toi, dans le sens où Yura, qui est un petit peu dévoué à lui, il dit bah écoute, je vais tout faire pour que tu te sentes bien, et lui il fait vraiment tout. Et voilà, il va lui demander une petite branlette, parce que ça peut lui faire que du bien, il ira mieux après une petite branlette. Mais surtout, en fait, il veut baiser. Mais elle veut pas parce qu'elle va choper la crève. C'est elle qui lui propose de le masturber pour la première fois. C'est vrai. Et donc, elle va lui faire une première masturbation. Et il va lui éjaculer un petit peu sur le visage et sur les cheveux, surtout. Et alors là, Yura, ça l'énerve. Parce qu'en plus, elle était hyper contente que Makoto soit... Enfin, pas qu'il soit malade, mais qu'il soit à la maison. Elle était... elle pouvait enfin prendre soin de son mari, le chouchouter, le dorloter. Et donc là, vraiment, elle s'énerve. Elle lui dit « C'est nul, tu ne fais aucun effort. » Et lui, il répond à côté de la plaque en disant « En tout cas, c'était vachement cool. Tu devrais être contente, non ?» Et vraiment, Yura, elle n'est pas contente. Bah oui, mais il se rend pas compte. Encore une fois, il y a un problème de communication entre les deux. Je dis, la communication, c'est la clé de tout. Franchement, communication, elle lui dit quand même explicitement « Tu ne fais aucun effort ». Le mec, il ne l'entend pas. En fait, il l'entend, mais il ne comprend pas ce que ça veut vraiment dire. Et il n'arrive pas à réagir comme il le faut. Parce que ça va venir plus tard. Encore une fois, je vais prendre la défense du storytelling. C'est que ça va venir dans quelques chapitres qu'on va vous décrire juste après, où on va lui dire « Makoto, le plaisir, c'est à deux. C'est pas que pour toi. » Mais c'est juste, en fait, il y a un accomplissement. Encore une fois, on est face à un personnage masculin au Japon, en plus, qui a grandi dans une certaine non-éducation sexuelle. Parce que le sexe, d'une certaine manière, même s'il y a une grosse industrie du sexe au Japon, c'est quelque chose qui est très tabou de manière générale. Même si dans ce manga, les personnages en parlent tout le temps, c'est pas le cas dans la vraie vie. Et on part sur quelqu'un qui a pas d'expérience, qui se base sur du porno, qui a une idée préconçue du couple et de ce qu'est être, un partenaire fiable, sexuel en tout cas, pour une femme. On part sur un personnage qui a tout à apprendre et il va l'apprendre. Sur le long terme, tu vas voir qu'il va l'apprendre et que ça va vraiment s'améliorer même très très vite. Mais on part sur quelqu'un qui a vraiment une idée préconçue et qui a jamais été éduqué à ça. Et je trouve ça cool en fait de voir ça, de voir ce changement, de voir un mec complètement lourdeau et forceur qui se remet aux questions au fur et à mesure, qui se fait remettre en question par son entourage et qui va apprendre de ça et qui va devenir un très bon partenaire pour sa femme. C'est super cool. Je vais défendre ce manga jusqu'au bout. Ah non, mais moi j'aime beaucoup ce manga, mais c'est vrai que je le trouve un petit peu insupportable. C'est-à-dire que certes, il apprend parce qu'on lui donne des conseils, mais il applique techniquement, vraiment théoriquement, il applique ce qu'on lui dit. Mais j'ai l'impression que vraiment la réflexion très longue à la détente et sur les 2 premiers tomes qu'on a lus, c'est pas ça quoi. Mais l'évolution, voilà. Il y a 78 tomes derrière, crois-moi que c'est pas... Enfin, voilà, moi qui ai lu les tomes jusqu'à 15-20 au moins environ, crois-moi que ça va se débloquer très très vite derrière. Vraiment, c'est que ça met du temps. Encore une fois, je comprends, parce que quand t'es dans ce genre de couple, enfin ça se débloque pas du jour au lendemain, surtout quand tu vois que ta femme, elle est un petit peu réfractaire, pas réfractaire au sexe, mais... Voilà, c'est quelque chose d'effrayant, c'est quelque chose de totalement nouveau, ça peut pas se débloquer en une semaine, ni en une mais il fait rien pour. Mais ça va venir, laisse le storytelling te porter, Mina. Ça m'énerve, moi je veux qu'il y aura prenne du plaisir. Cela dit, j'ai terminé, tu vois, mes notes sur ce chapitre par Makoto est quand même un peu beaucoup teuteux, Yura a beaucoup de patience. Donc je te rejoins un peu sur ce chapitre. Et on passe au chapitre 13, eh bien, passez au-dessus, appliquons les conseils. Yura va prendre les devants et va décider d'appliquer le conseil que lui a donné Rika, c'est-à-dire de se mettre sur Makoto et de contrôler la pénétration et les mouvements. Et donc on a un petit flashback de Makoto qui se souvient avoir vu Yura en train de s'essayer à se faire du cheval sur un coussin, donc il comprenait pas trop. Vraiment, elle se masturbe pas, hein. Elle s'entraîne juste à bien se tenir sur le coussin. Sachant que Yura ne s'est jamais masturbé, il ne se masturbe pas encore à l'heure actuelle dans le manga. Donc voilà, c'est quelqu'un qui vraiment rapport sexuel égal avec son mari, c'est tout. Du coup, Yura tente d'être au-dessus et elle kiffe ça. Elle kiffe ça. Vraiment, encore une fois, un rapport très rapide parce que éjaculation précoce, mais Yura adore. Et par contre, on va revenir sur Makoto, le lourdeau, très rapidement, mais voilà. Storytelling, encore une fois, Mina, rappelle-toi, le chapitre d'après, ça va aller mieux. Je lui reproche pas tout, mais vraiment, il est fatigant. Dans les 2 premiers tomes, il est très fatigant. Mais voilà, il termine sur cette phrase qui, je te rejoins, ça prouve que tu peux être chaude quand tu veux. Voilà, suite à quoi Yura lui dit « Mais t'es vraiment qu'un sale con », elle l'insulte, elle se met à pleurer, elle se couche totalement fâchée. Ouais. Et ça provoque un problème, c'est que Yura, elle a plus envie de faire d'efforts par rapport à quelqu'un qui se comporte comme ça. Donc, chapitre 14, Rika à la rescousse. Après 10 jours d'abstinence, Makoto croise Rika au restaurant et elle va lui donner des conseils par rapport à ça.
Elle va lui dire « Tu sais, on ne fait pas l'amour que pour soi. Un homme doit faire l'amour à sa femme et pas seulement chercher à prendre son pied. » Et c'est une femme d'expérience qui parle. Après, on a des petits délires aussi un petit peu de faux ceste, entre guillemets, où il va toujours y avoir une espèce de, pas de séduction, mais de rapport un petit peu malsain. Parce que si vous voulez, Rika est très ouverte, donc elle lui donne des conseils pour notamment embrasser sa femme. Elle lui apprend un petit peu la tendresse et tout, et elle lui propose d'essayer de faire un baiser langoureux avec elle. Il refuse parce que c'est un homme droit et qu'il va quand même pas embrasser la sœur de sa femme. Mais c'est un truc qui va revenir assez souvent, en fait. Ces petites situations complètement loufoques où ils se mettent presque à être infidèles avec la sœur de sa femme. Rika, ça part jamais d'une mauvaise intention. Tu vois, c'est très innocent. C'est Makoto qui est un peu chaud lapin, qui voit d'autres choses. Ouais, mais enfin, voilà. si t'as ta sœur qui propose d'embrasser ton mec, ta belle-sœur, attention Mina, on est dans le step. Encore une fois, ça passe. Non, mais je veux dire, si toi t'as ta propre sœur qui veut embrasser ton mec pour l'entraîner, enfin, quand même. Certes, c'est toujours avec une bonne intention de la part de Rika, mais c'est quand même bizarre de proposer ça. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Et parallèlement, Akira et sa femme Sanae vont voir Yura pour discuter un petit peu avec, et Sanae a plein de toujours très bons conseils et toujours aussi rassurante auprès de Yura, en lui disant il faut se laisser aller, en fait, il n'y a pas de honte à aimer le sexe, il n'y a pas de honte à ça, faut qu'elle se décoince un peu d'une certaine manière. Elle dit pas ça comme ça, mais voilà, elle dit il n'y a pas de honte à aimer le sexe, ça va bien se passer, t'inquiète pas, mais laisse-toi un petit peu aller. Mais oui, elle est trop mignonne, elle dit tu es gentil et ce n'est pas incompatible avec la sexualité, en fait. Je trouve ça trop bien. Ce personnage est très rassurant, j'aime beaucoup Sanae, c'est un très très bon personnage. Et une fois le soir venu, Makoto et Yura font quelque chose qu'ils n'ont jamais fait jusqu'à présent, ils communiquent sur ce qui s'est passé. Merci, il n'y a pas de rapport sexuel, il n'y a rien, ils communiquent, ils s'excusent chacun, il s'excuse pour ce qu'il a fait, et Yola dit bon ok, je vais essayer d'être un petit peu plus dedans aussi de mon côté, mais voilà, faut que tu fasses des efforts toi aussi, et ils repartent sur des bases saines. La communication, c'est la base de tout, que vous ayez des amis, que vous ayez quelqu'un dans votre vie, que vous ayez un chat, la communication, s'il vous plaît, partout, tout le temps, et tout se passera bien. Chapitre 15, le couple va beaucoup mieux. Ils sortent au ciné et ils arrivent dans le quartier chaud de Tokyo, ils sont à Tokyo. On peut importer, ils sont dans une grande métropole japonaise. Voilà, avec un quartier chaud. Makoto veut aller dans un love hotel, ce qui choque Yura parce que, attendez, elle dit quand même, non, après je vais avoir la réputation d'être une fille qui couche. Alors c'est vrai qu'Yura, elle est un petit peu trop coincée. T'as envie de dire des fois, stop, les préjugés. Par contre, qu'est-ce qu'un love hotel ? Parce que c'est pas forcément quelque chose, c'est pas quelque chose qu'on a en France, et putain, c'est regrettable. Les love hotels, ce sont ces hôtels qui sont au Japon, pratiquement, je crois que les love hotels, c'est surtout au Japon. Et ce sont des hôtels durant lesquels vous pouvez réserver une chambre pour 1 heure, 2 heures, quelques heures, pour faire votre petite affaire avec le partenaire, le ou la partenaire de votre choix. Et c'est dommage qu'on n'ait pas ça en France, parce que putain, qu'est-ce que ce serait pratique. Bref, ce sont des hôtels un petit peu extravagants, qui peuvent avoir plein de mises en scène différentes, qui peuvent être parfois un petit peu kitsch, parfois un peu plus traditionnels, mais qui servent en fait à la ken. Mais apparemment, si vous allez au Japon, ça peut être plus rentable d'aller dormir dans des love hotels que d'aller dormir à l'hôtel tout court. À skip, c'est ce qu'on m'a dit. Je sais pas, je l'ai pas tenté. Mais voilà, c'est des lieux. Si un jour je vais au Japon, je vais direct dans un love hotel, c'est sûr. Parenthèse, love hotel fermé. Ils se retrouvent dans une chambre plutôt sympathique avec un jacuzzi. Et en arrivant dans la chambre, Yura voit qu'il y a une magnifique voûte céleste au plafond. Ils vont faire l'amour et en fait, elle va se rendre compte que c'est un miroir et qu'elle se voit baiser. Et elle est choquée, mais elle est pas déçue. C'est-à-dire qu'elle est intriguée par ce qu'elle voit. Mais elle commence à se lâcher. C'est là où Yura commence un petit peu, pas à se lâcher, mais à accepter que le sexe, ça peut être ce que c'est, sans faire d'elle une salope, une pute ou tout ce que tu veux, quoi. C'est là où elle commence un petit peu à se débloquer d'une certaine manière. Même si ça va mettre du temps, c'est là où elle commence à un peu être en paix avec sa sexualité. Chapitre 16, on passe à un événement très traditionnel japonais qui s'appelle le Matsuri, qui sont des festivals d'été qui ont lieu absolument dans tout le Japon. Et ce sont des festivals où en fait on a l'habitude d'être en tenue traditionnelle, surtout les femmes qui portent un yukata, qui est pas un kimono qui est aussi long et épais. Le yukata, ça s'arrête en principe à peu près au coude, c'est beaucoup plus léger à porter pendant l'été. Et ça se porte pendant cette période du Matsuri où il y a plein de petits stands, où vous pouvez faire des petits jeux, vous pouvez prendre de la nourriture traditionnelle et surtout il y a des feux d'artifice. Voilà, c'est un petit peu l'apothéose, un peu leur 14 juillet d'une certaine manière sur plein de jours. Et en essayant de rejoindre le feu d'artifice, ils vont se perdre en fait dans la forêt un petit peu. Et là, on a Yura qui va trébucher et en la rattrapant, Makoto lui a effleuré ou touché les fesses. Instantané, vous savez, le cerveau de Makoto est quand même très limité. Il a tout de suite envie de baiser, mais il est quand même un petit peu conscient qu'elle serait mal à l'aise parce qu'on est en extérieur et qu'à tout moment, quelqu'un pourrait les surprendre. Donc, il préfère fantasmer. Et donc, on a un moment assez rigolo où il est un peu tout seul dans sa tête en train de fantasmer une sexe sexuelle avec sa femme.
Ouais, mais c'est bien, tu vois, moi je préfère C'est mignon. dire, franchement, c'est bien de fantasmer. Encore une fois, les fantasmes, c'est pas quelque chose de négatif, c'est souvent montré comme quelque chose de négatif. Mais oui, c'est super cool. Et aussi, vous avez tout ce petit truc sur comment faire l'amour quand elle porte un yukata. Parce que le yukata, c'est un habit traditionnel où voilà, vous avez une énorme ceinture qui compresse la poitrine. C'est quelque chose qui est quand même assez particulier. Vous pouvez pas l'enlever comme on enlève un t-shirt et un short. C'est pas du tout la même chose. Donc vous avez un petit guide sur comment pécho avec un yukata, que j'ai trouvé très rigolo également. Chapitre 17. On commence un petit peu à s'éloigner du storytelling de Yura et Makoto. Vous verrez qu'on va souvent alterner pendant le manga entre le storytelling de Yura et Makoto et des autres personnages. Et là, c'est l'occasion d'aller un petit peu voir ce qui se passe du côté de Rika, la petite sœur de Yura. Ce chapitre s'appelle Les amis de Rika, et c'est vrai qu'on a un espèce d'enchaînement en fait entre Rika et ses différents amants avec qui elle va coucher tout au long de la journée, passant de l'un à l'autre. Donc on commence avec Yamada, qui est son entre guillemets petit copain officiel de Rika, et avec qui ça se passe un petit peu mal le rapport sexuel. Elle est énervée, et en plus il est pauvre, donc ça l'intéresse, enfin c'est pas que ça l'intéresse pas, mais disons que voilà, elle se dit en plus il a pas de thune, donc c'est nul. Et donc elle va retrouver son deuxième amant, en tout cas le numéro 2, il a 31 ans et c'est un businessman, et lui il aime bien, lui quand il fait l'amour c'est une prestation, c'est comment dire, c'est du sport. Elle a un petit peu mal au dos en sortant de cette séance de sport. Et en sortant de l'hôtel, elle va croiser Yamada, son petit copain officiel, avec une autre femme. Elle s'enfuit, en tout cas elle court dans un bar où elle va retrouver le number 3, qui a 25 ans. Elle le connaît pas. Elle connaît pas. Elle le connaît pas dessus par hasard, je crois. Ouais, je sais plus. Il me semble pas. Elle pécho les deux autres. Elle les pécho. C'est le troisième. Elle rencontre. Ça se passe bien avec cet homme. Elle va coucher avec dans un love hotel. Et ensuite, elle décide de rentrer chez elle. Et je crois qu'elle donne des cours particuliers au 4e. C'est ça, il me semble. Il l'appelle senpai ou quelque chose comme ça. Donc, il me semble qu'elle lui donne des cours particuliers. Voilà, qui est un jeune garçon. Et du coup, écoutez, quitte à avoir quelqu'un d'autre, elle décide de le pécho. Et elle le pécho. Ce qui est super cool, c'est que elle va discuter après avec Yura en parlant un petit peu de relations amoureuses plus que sexuelles, parce que Rika n'a aucun souci de ce côté-là et que ça se passe très bien, tu vois, il n'y a pas de souci. Et en fait, elle réalise, grâce à sa grande sœur, qu'en fait, elle a un petit souci pour s'engager émotionnellement avec quelqu'un et que c'est quelque chose qui l'effraie. Et elle décide de jeter son dévolu sur l'un de ses hommes, à savoir son premier petit ami, enfin, le premier homme qu'on a vu, qui est le petit ami, certes pauvre, mais qui est à peu près dans la même tranche qu'elle, et d'y aller un petit peu plus sérieusement, plus amoureusement, de s'engager vraiment dans ce qui est un semblant de relation entre eux. Ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, on a vraiment la grande sœur, donc Yura, qui jusque-là est un petit peu la victime, la meuf qui sait rien, et c'est à elle qu'on donne les conseils parce elle était vierge et qu'elle n'avait pas de vie sexuelle. Et pour une fois, c'est elle, en fait, qui va apporter des vrais conseils à sa petite sœur sur le côté un peu plus émotionnel et qui va vraiment lui ouvrir les yeux sur un aspect de sa personnalité et du pourquoi elle s'empêchait d'être avec des relations sérieuses. Donc je trouve que c'est vraiment chouette de voir une Yura un peu plus intéressante et qui a quelque chose à apporter aux autres. Chapitre 18. Week-end en famille chez les Onoda. Onoda, c'est la famille de Makoto, donc on va retrouver Akira, son grand frère. On va faire la rencontre aussi de Jun, sa petite sœur, qui a 17 ans. Et qui va demander des conseils à Yura sur la vie sexuelle parce qu'elle est vierge et qu'elle se pose plein de questions. Et ensuite, on a cette situation classique. Alors là, moi qui ai l'habitude de consommer du hentai, c'est une situation classique durant laquelle, écoutez, je pense que ça vous est peut-être même déjà arrivé à vous. Vous êtes chez la belle famille et vous avez un week-end, sauf que les murs, c'est un petit peu du papier crépon et que si vous faites un peu de bruit, tout le monde vous entend. Donc c'est un petit peu Makoto et Yura qui veulent faire l'amour. Bon, ils le font et on entend Yura qui exprime son contentement sexuel de manière vocale, très très fort dans toute la maison, donc tout le monde entend. Et Jun, qui est encore vierge, qui est une jeune fille un peu innocente, un peu Yura, une mini Yura d'une certaine manière, qui entend ces cris et va commencer à se masturber pour la première fois de sa vie en étant excitée par ce qu'elle entend. C'est une situation très classique dans les hentai. Voilà, d'habitude, c'est cette personne qui se masturbe va rejoindre le couple pour faire un petit plan à 3. Bon, là, ce n'est pas le cas, je vous rassure. Mais Jun se masturbe pour la première fois. Et c'est trop marrant parce que elle se dit « Putain, mais c'est bizarre quand même, j'aime ça, je dois pas être normale. » Et donc là, on a un petit texte de l'auteur qui vient nous rappeler que, au contraire, c'est tout à fait naturel. Il paraîtrait même que près de 10% des jeunes filles ont déjà fait leur première expérience de la masturbation avant l'âge de 10 ans, de façon souvent accidentelle, à cause du frottement de sous-vêtements ou de la selle de leur vélo, tout ça. Et donc voilà, on déculpabilise aussi le fait que Jun se met à masturber en entendant son frère et sa meuf en train de baiser à côté. Et c'est sa première expérience sexuelle.
Chapitre 19, on reste dans la famille des Onoda, et ils décident d'aller se faire un petit séjour à la piscine, enfin un petit séjour, une petite après-midi à la piscine. Et c'est un super chapitre sur les boobs, où on va retrouver les femmes dans les vestiaires, donc ça veut dire Sanae, on va retrouver Yora, on va retrouver Jun. Elles sont que toutes les trois, ou il y en a une autre, il me semble, non, elles sont que toutes les trois. Il y a Rika aussi. Ah, il y a Rika, parce que Rika mate et touche les boobs de tout le monde. Oui, c'est vrai. Et en gros, les vestiaires, c'est pas comme en France. En fait, le Japon est beaucoup plus décomplexé là-dessus. C'est-à-dire que quand vous changez, quand vous allez par exemple dans un onsen, c'est un japonais très chaud où vous êtes nu, se retrouver nu dans les vestiaires, voilà, c'est vraiment pas un problème et tout le monde se change. Il y a pas de petite cabine en fait. C'est tout le monde se change, tout le monde déflexe. Il y a pas de souci, on est à poil, tout se passe bien. Donc du coup, les femmes s'entrevoient et ça pose vraiment une grosse question sur les boobs. On se rend compte que Yura, elle a des gros seins, vraiment des gros seins qui plaisent aux gens. Rika se plaint d'avoir un petit bonnet B. J'ai fait ça va quand même. Enfin, elle se dit je suis plate, j'ai un bonnet B. J'ai fait on n'a pas la même notion, mais bon, les japonaises et les seins, c'est encore une autre histoire. Mais voilà, c'est un peu l'occasion de voir les différentes formes de seins, les différentes tailles de seins, les formes de tétons également. Enfin, c'est très instructif. Je me souviens, en fait, ce chapitre m'a beaucoup marqué dans ma jeunesse parce que je me posais beaucoup de questions. Et comme je voyais pas les boobs, je suis pas au Japon, je suis en France où tout le monde se change dans des petites cabines. Donc je me rendais pas forcément compte de mes seins par rapport à celles des autres femmes. Ce chapitre est vraiment l'un de ceux qui m'a le plus marqué. Ensuite, les femmes vont rejoindre les hommes dans la piscine et on va avoir Yura et Makoto qui vont jouer dans l'eau en se battant. Et bon, on a des petites scénettes un petit peu rigolotes où Makoto, en jouant, va tomber entre les seins de Yura, qui va se scandaliser. Et ensuite, elle, en jouant, va tomber les seins entre sa queue. Hein. Donc voilà. Et ça se termine en gros avec Makoto qui dit « J'adore les nichons ». Situation classique de ecchi et hentai. Enfin voilà, c'est vraiment... Mais c'est mignon. Il y a quelques petits chapitres où on va retomber dans ce côté-là. C'est rigolo, c'est cocasse. Voilà. Et on va terminer cette partie lecture par le tout dernier chapitre du tome 2, le chapitre 20, que j'ai appelé « Astuce et levrette ». Alors astuce, moi je suis un petit peu perplexe par cette astuce. Ouais mais elle marche, je suis désolée. Alors Makoto, par un concours de circonstances, trouve une petite astuce qui est en fait un moyen de détourner pour retarder son éjaculation précoce et satisfaire Yura. Mettre 2 préservatifs l'un sur l'autre, et même si Mina tu as quelques réserves par rapport à cette méthode, ça marche, il tient 5 minutes. C'est du jamais vu jusqu'à présent. Ah oui, c'est pas mal. En revanche, c'est quand même plus risqué parce que si vous superposez 2 préservatifs, il y a plus de risques que ça se perce en fait avec les frottements. Il essaye, et c'est précisé hein, quand même dans le manga qu'il y a plus de chances que ça soit percé. Donc c'est pas un problème, c'est précisé, donc c'est très bien. Mais c'est vrai que c'est une façon détournée de traiter le vrai problème. Et surtout, Makoto va essayer pour la première fois la levrette, sauf qu'il l'essaye sans prévenir Yura. Et on sait comme elle est coincée. Du coup, Yura, elle apprécie moyennement. Et elle précise vraiment bien en fin de chapitre, elle dit « Écoute, moi j'ai rien contre essayer de nouvelles choses, mais demande-moi mon avis la prochaine fois. » Encore une fois, la communication. S'il vous plaît, communiquez. Ne niquez pas seulement, communiquez. Et on va s'arrêter là. À la base, on avait potentiellement prévu de vous faire beaucoup plus de tomes, mais bon, un tome faisant 10 chapitres, et comme on a beaucoup de choses à dire. Mais on tient quand même à vous indiquer quelques thèmes qui vont être abordés dans les tomes suivants. On a la levrette. Après ce premier fail, la levrette va être abordée. On voit que Yola va adorer ça. On a la fellation, qui est également très très bien abordée dans les tomes suivants. On a la question de la lingerie, comment être sexy. Enfin, voilà, il y a plein d'autres choses. Je sais pas si toi, Mina, t'avais relevé des sujets notables sur les prochains tomes. Alors je pense que la partie sur la fellation était la plus intéressante. Il y avait aussi des sujets sur la vieillesse et l'impuissance, le consentement au réveil, sur certains trucs qui m'ont un petit peu perturbée. On a aussi quand même un petit passage sur le harcèlement que j'ai trouvé plutôt intéressant, où on rencontre une amie qui déteste les hommes parce qu'elle a eu de nombreux harcèlements et agressions sexuelles. Et ça se termine parce qu'on est allé quand même jusqu'au chapitre 4. Enfin toi, tu es allé bien plus loin quand tu as lu tout. Mais là, on était allé jusqu'à la fin du chapitre 4 et on a l'arrivée aussi d'un nouveau personnage qui est la cousine, qui est aussi un personnage très sympathique. C'est vrai, la cousine qui est en fait gynécologue, donc c'est déjà super cool d'avoir un personnage féminin gynécologue, mais qui est une gynécologue qui est vierge. Et elle a un très bon storytelling, je me souviens de sa première fois, franchement j'aime beaucoup ce personnage. C'est un peu ma Rika++. On peut se poser la question quand même, parce que Step Up Love Story s'est sorti en 1997. Ça nous prodigue certes des conseils sexuels, mais est-ce que 25 ans plus tard, ce manga est toujours un bon guide sexuel ? Bah franchement, moi je pense que c'est un bon guide. Alors certes, quelques réserves sur certains sujets, mais moi je suis hyper étonnée que déjà c'est un pays qui n'a pas vraiment la même culture que nous, c'est quand même assez différent, hein, que ça soit au niveau de la sexualité, de la pornographie, au niveau du rapport homme-femme, c'est une société qui est très portée aussi sur les traditions. Moi, je trouve que, étonnamment, c'est un manga qui est hyper ouvert, qui pose des questionnements qui sont encore d'actualité et qui apporte des réponses intéressantes.
et parfois des bonnes réponses aussi à certaines problématiques autour de la sexualité. Donc j'aurais tendance à dire que c'est plutôt un oui pour moi, ça reste un bon guide sexuel, même si certains comportements un peu lourds de Makoto m'emmerdent, mais après je trouve qu'ils sont vite désamorcés par les commentaires de l'auteur. Parce que l'auteur, il va souvent, dès que Makoto dit une grosse connerie ou un comportement un peu incorrect, il va avoir des commentaires du genre « quel gros lourd, quel idiot, quel prétentieux inexpérimenté ». Donc je trouve que c'est pas mal. En tout cas, c'est pas suffisamment développé pour comprendre qu'il est pas juste incorrect, mais il est, je trouve, clairement abusif. Même si je suis d'accord, le storytelling va dans le bon sens. Mais voilà, il m'énerve. Il m'énerve ce Makoto. Mais globalement, je trouve que c'est quand même un guide sexuel qui peut tenir encore la route en 2022. Je suis d'accord avec toi. Enfin, moi, je te dis, hein, ce guide, je l'ai eu entre les mains il y a 10 ans, alors que j'avais toujours pas eu d'expérience sexuelle. Et quand j'ai relu ça, enfin, j'avais vraiment pas ouvert ce manga depuis 10 ans, mais je trouve ça toujours totalement d'actualité. Il y a plein de choses, ça dédramatise, tu vois, c'est vraiment, je suis contente d'avoir eu mon éducation sexuelle avec ça, parce que certes, Makoto, il fait plein d'erreurs, mais tu vois, moi, je voyais que c'était des erreurs. C'est bien de dire les doux, c'est bien encore mieux d'indiquer les don'ts. Et je trouve que c'est toujours d'actuel, je trouve que ça dédramatise énormément de choses, même sur les complexes, l'éjaculation précoce. Moi, je trouve que c'est très intéressant d'avoir choisi un personnage principal qui est éjaculateur précoce pour, justement, à mon avis, rassurer pas mal d'hommes qui se posent la question sur leur performance sexuelle. C'est vraiment très malin. Je trouve le storytelling extrêmement bien mené sur ce manga. Alors, j'ai été jusqu'au tome à peu près 20, je pourrais pas vous dire après. Et je suis curieuse de lire un Step Up Love Story qui est sorti aujourd'hui. Je suis très curieuse de lire les derniers tomes, voir un peu comment ça a évolué. Mais voilà, moi je trouve que ça apporte tellement d'informations par rapport à ce qu'on avait à l'époque, enfin dans les années 2000 où on te disait pas grand-chose sur le sexe. Il y a plein de choses. Et en plus de le voir en images, je trouve ça encore plus, j'allais dire stimulant, parce que oui, c'est excitant, mais j'ai même tendance à le trouver encore plus pratique de voir justement des mises en situation, de voir ça en images. Je sais pas ce que t'en as pensé. Ça a un côté vraiment guide et illustré. Ça a un côté guide illustré que je trouve vraiment pas mal au niveau technique, mais c'est surtout au niveau des réflexions sur la sexualité. Moi, je pense juste qu'aujourd'hui, je serais hyper contente de voir un Step Up Love Story réadapté. Enfin, pas réadapté, mais mis à jour. Déjà avec les chiffres, parce que des fois, on a des statistiques un petit peu, on sait pas trop d'où ça sort et tout. Et je pense que les chiffres ont pas mal évolué. Comme je pense que c'est un bon matériel pour apprendre la sexualité, j'aimerais beaucoup qu'il y ait une réadaptation et voilà une petite mise à jour de ce manga, avec aussi des choses qui sont nouvelles dans... Alors peut-être que c'est abordé dans les derniers tomes, mais par exemple la charge mentale, c'est une expression qui n'existait pas en 97. Aujourd'hui, clairement, Yura, elle subit la charge mentale sur plein de domaines et surtout la sexualité. Et je pense que revisiter aujourd'hui avec des nouvelles statistiques et des nouveaux sujets comme cela, ça pourrait être hyper intéressant. Alors je sais pas si les derniers tomes qui sont quand même sortis en 2022, peut-être abordent ces sujets-là, mais je pense que ce serait pas mal un petit Step Up Love Story version année 2000, enfin version année 2000, version année 2020, parce que ça reste, à mes yeux, ça reste un bon guide. Ça reste un très bon guide d'entrée de jeu, quoi. Ça veut dire que quand tu connais pas, encore une fois, comme je disais dans ma chronique, tout ce qui est sexualité, quand t'apprends à l'école la sexualité de manière générale, c'est contraception pour les plus chanceux, reproduction et anatomie, là tu vois vraiment du plaisir. En fait, c'est un guide sexuel qui certes s'attarde un petit peu sur ces différents points, c'est-à-dire contraception, anatomie, etc., mais qui prend tout de même soin à dire ok, le sexe c'est pas forcément que de la reproduction, c'est aussi beaucoup de plaisir. Et voilà comment est-ce qu'on peut faire pour ressentir du plaisir. Et je trouve leurs conseils plutôt bien menés. Tu vois, il y a des conseils que je pense appliquer dans un futur lointain ou plutôt moins proche. Mais j'ai trouvé ça vraiment très malin sur plein de choses, très malin sur le storytelling. Les bons conseils sont prodigués. Après, en effet, là, on a lu des tomes qui sont sortis il y a 25 ans. C'est normal qu'il y ait plein de sujets qui soient pas d'actualité. Encore une fois, la charge mentale au Japon, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit encore arrivé chez eux. J'ai pas envie d'être raciste en disant ça, mais je ne pense pas que c'est arrivé chez eux. Très clairement, nous en France, ça arrive. On connaît ce terme depuis 2-3 ans, quoi, à peine. Japon, tout ce qui est notion de relation de couple, ils sont très traditionnalistes, c'est très la femme, elle se marie avant 30 ans, sinon c'est une vieille fille. Quand elle se marie, elle quitte son travail pour pouvoir devenir mère de famille, et dans sa sexualité, une fois qu'on a eu des enfants, la mère de famille est vue comme une mère de famille, elle n'est plus vue comme une femme, et souvent délaissée, ce qui fait qu'il y a beaucoup de couples japonais qui n'ont plus de vie sexuelle. Pour ça que c'est dommage de s'être arrêté en France au tome 50. Bref. Mais tout ça pour dire, c'est quand même une sexualité qui est très à part. Le Japon, comme tu disais, c'est une culture différente, c'est une manière de voir le couple différent, c'est une manière de communiquer qui est totalement différente. Et avec 25 ans en plus dans la gueule, je pense que c'est bien radical. Je me demande ce que ça donnerait aujourd'hui. Et c'est vrai que je serais curieuse de voir un Step Up Love Story adapté en fait avec un point de vue européen. Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais, mais alors étonnamment, je trouve pas que le fait que ça soit japonais soit très gênant en tant qu'Européen pour le lire, parce que certes, on parle de fêtes nationales japonaises, on parle de Love Hotel qui n'existe pas en France, mais pour autant, les sujets principaux concernent vraiment, sont universels, si je puis dire. Donc, c'est pas un problème en soi, et je trouve que c'est vachement bien réussi du coup. Autre question qu'on s'est posée en lisant Step Up Love Story, c'est de savoir si c'était un hentai ou un ecchi. Alors Jade, je vais peut-être te laisser expliquer la différence entre ces deux termes. Et avec plaisir. Alors, le ecchi, c'est un manga qui est un petit peu un sous-genre du hentai, mais c'est quelque chose qu'on traduit comme pervers. Ecchi, c'est un petit peu un dénominatif du mot pervers, et ce sont des histoires, entre autres, des mangas, où on voit des personnages, ça tourne autour en fait de la problématique sexuelle d'une manière générale, où ça va être des trucs de harem, c'est-à-dire un homme au milieu d'une flopée de femmes qui sont très bonnes, très sexy, très bien faites, et il va y avoir plein d'accidents, genre oh là là, non, j'ai vu sa petite culotte, oh là là, ça m'excite tellement, je saigne du nez, ah, des boobs. Voilà, on va être vraiment dans une problématique sexuelle un petit peu perverse, mais s'il y a sexualité, ça va être, un peu comme de l'érotisme, comment on dit déjà, un peu dissimulé, un petit peu squeezé d'une certaine manière, voilà, vous verrez jamais d'actes sexuels crus à proprement parler, peut-être un petit début vraiment très viteuf, quoi, mais voilà, même dès les préliminaires, c'est trop pour du ecchi. Voilà, on va pas dans ces problématiques sexuelles-là. Par exemple, le premier manga que j'ai lu de toute ma vie était un ecchi, parce que ma maman avait vu qu'il y avait des petits chats trop mignons dessus, elle me l'a offert. Oh, c'est gentil. C'était Lavina, et en plus, c'est horrible, en fait. Je fais une parenthèse de ma vie. Mais Lavina, c'est un manga en 15 tomes, il me semble, si je me trompe pas. Et en gros, c'est l'histoire d'un mec qui tombe amoureux de Hina, dont Love Hina, le titre, voilà. Et il y a toute une histoire où en gros, la sœur du héros, elle est amoureuse de lui, donc elle est en concurrence avec Hina, enfin, tout un bordel. Et pendant toute l'histoire, c'est en gros comment ce héros va réussir à conquérir la belle Hina en étant tenté de tous les côtés avec plein de jeunes filles prépubères absolument sexy. Et elle m'a offert l'avant-dernier tome où en gros, c'est le dénouement de toute l'histoire où Hina tombe amoureuse de lui et ça y est, ils sont ensemble, quoi. Donc en plus, j'ai même pas eu le plaisir de lire le truc, je suis tombée directement sur le tome où c'était la fin de l'histoire. J'étais très frustrée. Et en plus, tu sais, c'était la première fois que je lisais un manga, donc j'étais en mode, pourquoi est-ce qu'ils sont tous dans un bain à l'extérieur? Pourquoi est-ce que je vois des seins? Pourquoi est-ce qu'ils saignent du nez? Pourquoi est-ce que la sœur est amoureuse du héros? J'étais complètement fucked up par ce truc. Bref. Mais tout ça pour vous dire, ecchi, c'est sexuel sans être explicite. Hentai, on va à fond, on est là pour voir du cul. Très clairement, c'est des relations sexuelles, c'est comme regarder un porno, quoi. C'est des scénarios avec des tentacules, avec des jeunes filles plus ou moins jeunes, sachant que le lolicon, qui est du hentai avec des mineurs, des jeunes femmes mineures, a été interdit aujourd'hui, et heureusement. Mais voilà, le hentai, c'est des relations sexuelles, on est là pour se toucher la nouille, on est là pour voir de l'explicite. Et c'est vrai que là-dessus, Step Up Love Story, c'est un petit peu étrange, parce que certes, on voit des choses, mais pour moi, c'est pas à but masturbatoire. C'est pas à but masturbatoire, mais ça peut être quand même très excitant parce qu'on a quand même des scènes de sexe qui sont très explicites. Effectivement, on voit pas les organes génitaux dessinés, mais ça passe quand même par plein d'autres moyens pour l'illustrer. Comme tu disais, on a effectivement ces plans de coupe qui du coup font un petit peu schéma scientifique de votre cours de SVT. Mais en même temps, on a ce petit plan de coupe qui est posé juste sur deux personnes qui sont vraiment en train de faire l'amour et qui ont des regards langoureux et de plaisir. Donc c'est vraiment un entre-deux très bizarre, je trouve qu'ils s'en sortent très bien. Par exemple, on a un peu plus tard dans le tome 4, cette partie qu'on a évoquée tout à l'heure qui était la fellation, qui est vraiment illustrée, c'est-à-dire qu'on voit vraiment une fellation, mais avec une banane, qui est montrée en exemple. Et ensuite, on a vraiment la pratique où Yura va prodiguer une fellation à Makoto, et en fait, la scène a lieu, juste au lieu d'avoir son sexe, on a la banane, ça reste un acte sexuel en fait. Enfin vraiment, c'est hyper bizarre. Je sais pas ce que t'en penses. C'est pas bizarre, c'est en fait un moyen détourné, encore une fois, c'est que, ok, vous avez un guide qui veut expliquer la sexualité sans tomber dans la vulgarité. Ce que je trouve que Step Up Love Story fait très bien. C'est jamais vulgaire pour moi, Step Up Love Story. Je suis pas gênée en le lisant. Ouais, en disant les choses comme ça, c'est pas vulgaire, ni dans son vocabulaire, ni dans sa manière d'aborder le sexe. Si vous voulez expliquer la sexualité, faut la montrer. Et je trouve que c'est là-dessus que Step Up Love Story se positionne vraiment très intelligemment. C'est qu'il montre de la sexualité, t'es obligé en même temps, tu vois, c'est comme tous ces guides qui te disent voilà comment faire mais qui te montrent rien du tout. Et je trouve que c'est vraiment la force de Step Up Love Story. C'est un hentai mais c'est pas un ecchi pour autant, enfin c'est un petit peu compliqué en termes de positionnement, c'est-à-dire que le lisez pas à côté de votre mère, quoi, sinon elle va commencer à se poser des questions sur vos lectures.
Mais ouais, c'est un petit peu spécial, mais en même temps c'est nécessaire. C'est spécial mais nécessaire. Je résumerai un petit peu les choses comme ça, dans le sens où moi je suis contente de voir ces choses-là illustrées. Je suis contente, même si ça reste du manga et que tu vois les meufs qui prennent du plaisir et tout ça de manière un petit peu exagérée au niveau du trait. Et ça marche en fait. C'est heureusement que c'est fait comme ça, parce que ça m'aurait saoulé si on me mettait juste des plans anatomiques et des statistiques dans tous les sens sans que je vois rien. Ce qui est intéressant également, c'est que Pika, l'éditeur français, s'est positionné par contre sur du ecchi. C'est-à-dire que si vous prenez les tomes de Step Up Love Story français, c'est déjà interdit aux moins de 15 ans seulement, ce que je trouve un peu surprenant d'une certaine manière. Et ça va être dans la catégorie, je crois, la collection Senpai, qui est la collection voilà, un petit peu adulte de Pika, catégorisée vraiment avec en ecchi. Et pour moi, je traduis un petit peu ça comme, tu sais, toutes ces créateurs ou créatrices qui disent « Non, ce n'est pas pornographique, c'est érotique, ça fait moins peur aux clients, c'est plus marketing ». Ça marche bien, ça passe mieux. Je le mets ni dans la catégorie porno parce que bon, c'est clairement pas hentai pur et dur, et je le mets pas non plus dans la catégorie érotique parce qu'en fait l'érotisme c'est un acte sexuel et c'est des choses excitantes qui sont sous-entendues, mais quand même dans un but d'excitation. Là, on est vraiment dans un but éducatif. Certes, ça peut être un peu excitant parce qu'on a vraiment des scènes explicites, même si on voit toujours rien. Mais du coup, le fait que tu me dises que Pika l'a interdit aux moins de 15 ans, ça m'étonne un peu. Parce qu'en fait, on est explicitement, l'auteur le dit lui-même, c'est vraiment un guide sexuel. Il le dit, il y a un mot de l'auteur qui apparaît à chaque début dès que vous ouvrez la page, qui est « Step Up Love Story n'est pas un manga érotique habituel, c'est aussi une réflexion sur l'érotisme, un guide de l'amour et de la nature humaine. Je l'ai dessiné en espérant qu'il devienne une référence pour tous ceux qui rêvent de l'amour absolu. » Et en fait, l'interdire aux moins de 15 ans, c'est interdire la cible, je trouve, de Step Up Love Story. Je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, la cible de Step Up Love Story, comme c'est censé être éducatif, je veux dire, à 15 ans, t'as déjà vu un porno. Aujourd'hui, clairement, les enfants, le premier porno, je crois qu'ils le voient à 12-13 ans au collège. Ouais, t'as envie de dire, le but de Step Up Love Story, c'est justement d'apporter une autre vision de l'éducation sexuelle qui est plus saine. L'empêcher à des jeunes entre 10 et 13 ans, je trouve ça un peu dommage. Je suis 100% d'accord avec toi, c'est justement ce sur quoi je voulais rebondir. C'est que c'est un guide d'éducation sexuelle. On sait que surtout en France, la sexualité, je crois que le premier rapport sexuel, il n'est pas autour de l'âge à peu près 17-18 ans. Il me semble que c'est 17 ans. Il me semble que c'est 16-17. C'est ça, donc tu vois, moi je trouve ça vraiment très sain comme positionnement de la part de Pika de s'être mis sur une cible qui est jeune, certes, même sur un contenu sexuel, parce que tu vois, on interdit des trucs pour vraiment moins que ça. Vraiment, on a interdit des œuvres, des films, des choses comme ça pour voir beaucoup moins que ça, alors que Step Up Love Story, c'est quelque chose de très explicite, où vous voyez quand même des actes sexuels de manière crue, sans voir les organes génitaux, mais de manière crue, enfin, voilà, avec du plaisir, des jeux, des bruits dans tous les sens, un petit peu manière hentai. Mais c'est super cool, je trouve, de la part de Pika de s'être positionné là-dessus, en se disant que, écoutez, si c'est un guide sexuel, il faudrait qu'il serve au plus grand nombre, et le plus grand nombre, on peut pas passer en dessous de 15 ans, tu vois, au bout d'un moment, ouais, je vais pas dire, moi j'aurais mis 13 ans. Tous les âges. Maman, regarde comme c'est mignon la dame sur la couverture. En plus, c'est rose et jaune. Est-ce que tu peux me l'acheter, s'il te plaît? Non, j'avoue. Mais j'avoue, 10 ans, c'est trop jeune, ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais tu vois, 13 ans, aujourd'hui, quand on sait que le porno s'immisce vraiment dans la vie des jeunes très très tôt, à réadapter, ouais, je le mettrais à disposition à partir de 13-14 ans, quoi. Ouais, je suis bien d'accord. Et justement, quelles sont les alternatives aujourd'hui, en 2022, pour l'exploration du plaisir sexuel? Parce que ce qui est très cool avec Step Up Love Story, c'est quand même sur une œuvre qui certes vous apprend l'éducation sexuelle telle que vous pouvez l'avoir au collège, voire en mieux, mais c'est qu'en plus, elle porte un point d'honneur à vous parler de plaisir, des désirs, des choses qu'on n'évoque vraiment pas dans les cours d'éducation sexuelle. Alors, quelles sont les alternatives? Est-ce qu'il y a autre chose qui existe à part Step Up Love Story en 2022? Franchement, sur le coup, je me suis dit, mais il n'existe rien, parce que tout ce qu'on a, c'est plus des livres éducatifs, hyper scientifiques, des encyclopédies, mais pas des choses avec une histoire. Et en fait, le seul truc qui m'est venu en tête, c'était Big Mouth, sur Netflix. Mm-hmm. Si on veut un peu ce format d'histoire, de péripéties et d'éducation sexuelle à la fois, j'aurais plutôt dit Big Mouth, même si on est plus dans un truc hyper sarcastique, très drôle, et un petit peu d'éducation sexuelle. Moi, il y a des thèmes que j'aime beaucoup, parler plus largement de l'adolescence, des premières règles, et de la dépression, des choses comme ça. Mais forcément, il y a beaucoup de sexualité qui est évoquée là-dessus. Et ouais, je pense que Big Mouth, ça peut être éventuellement un autre truc un peu plus... un peu pareil, tu vois, dans l'éducation sexuelle. Même si c'est pas du tout la même chose et ça va pas rentrer dans les détails. Ouais. Mais même d'un point de vue un petit peu guide en France, c'est vrai qu'on est à une époque aujourd'hui
où il y a de plus en plus d'influenceurs et d'influenceuses qui se lancent dans le game un petit peu sur les réseaux sociaux de l'éducation sexuelle et qui se lancent un petit peu sur comment se faire plaisir. Bon, souvent c'est plus à coup de codes promotion sur des sextoys et du lube qu'autre chose, ce qui est un petit peu regrettable parce que, faut le dire, la sexualité est devenue un business, même auprès des influenceurs et des influenceuses qui sont spécialisés dans ce domaine. Mais c'est vrai que ça reste quand même une bonne porte d'entrée aussi si tu connais pas grand chose pour quelqu'un qui débute sa vie sexuelle pour avoir de très bons conseils. Et moi, le seul truc qui m'est venu à l'esprit par contre, c'est Jouissance Club. Si on est dans la recherche du plaisir sexuel et d'essayer de pimenter sa vie sexuelle et d'apprendre des choses pour augmenter le plaisir lors d'un rapport sexuel, Jouissance Club, ça me semble être la meilleure alternative. Donc pour ceux qui le connaissent pas, c'est un guide en fait imagé, mais d'imagé un petit peu technique. Ça me rappelle un peu les trucs pour monter des meubles Ikea. Voilà, ça n'a rien à voir, mais ça me rappelle un petit peu ça. Vous allez voir plein de techniques pour, une pénétration, des préliminaires, plein de choses détaillées dans des schémas un petit peu techniques pour vous expliquer des gestes, des mouvements pour essayer de stimuler votre vie sexuelle et trouver de plus en plus de plaisir finalement. On n'est pas sponsorisé par Netflix, mais encore une série Netflix. Moi, ça m'est pas mal venu en tête aussi, c'est Sex Education, que je pense que vous en avez tous entendu parler, parce que c'est quand même un gros succès sur Netflix, où on va suivre des étudiants d'une école, et voilà, avec toute une histoire d'éducation sexuelle, mais c'est hyper explicite. On traite aussi beaucoup de sujets autour de la diversité, de l'inclusivité. Je trouve que c'est plutôt pas mal, c'est hyper bienveillant. On n'a pas des scènes sexuelles à proprement parler. On a quand même pas mal de scènes de sexe plutôt chouettes quand même. Mais voilà, on est sur l'éducation sexuelle et émotive, et sur le plaisir aussi à procurer pour chacun, et tout ça en rentrant dans une histoire avec des rebondissements et des péripéties. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Et c'est cool aussi aujourd'hui que les médias soient de plus en plus, pas seulement dans l'éducation sexuelle, dans le sens anatomie et reproduction, mais soient plus dans la recherche du plaisir. Je trouve qu'il y a vraiment une grande évolution, surtout depuis quelques années, très très peu de temps, mais depuis quelques années, sur, ok, le sexe, c'est bien pour faire des bébés, et c'est bien de savoir ce que c'est, mais c'est encore mieux d'y prendre plaisir, parce que quand même, le nombre de fois qu'on baise, c'est pas vraiment pour faire des bébés, quoi. Donc autant savoir ce qu'on fait. Mais avec tout ça, Mina, est-ce que ça t'a excité ? Eh bien franchement, un chouille. Voilà, c'est vraiment le mot que je vais utiliser, ça m'a un chouille excité. C'est-à-dire sur une échelle de 1 à 10 ? 3. Oh, c'est pas dégueu. Ça va. Ouais, ça va parce que je pense que je suis trop adulte pour vraiment que ça puisse m'exciter sur le long terme. Après, je trouve qu'il y a quand même des moments assez excitants. Le problème, c'est que toutes les scènes de sexe, il y a Makoto dedans. Et Makoto, il me saoule. Des fois, aller au-delà des premiers tomes, vraiment, ouais, c'est voilà. de mieux en mieux. Je pense continuer, parce que vraiment, ça m'intéresse. J'ai envie de voir comment vont évoluer les personnages. J'ai envie de voir les autres problématiques qui seront abordées par la suite. Je pense que je vais continuer, et peut-être que ça va un peu plus m'exciter aussi quand ils prendront tous les deux un peu plus de plaisir. Franchement, c'est assez excitant quand même. C'est plutôt excitant. Mais voilà, 3 sur 10. Et toi, Jade, est-ce que ça t'a excité ? Écoute, je vais commencer par la Jade d'il y a 10 ans. La Jade qui a 16-17 ans. Je passais littéralement toutes mes séances de masturbation sur ce manga, tout le temps. Mais en même temps, tu vois, voilà, tu te dis, parce que t'es un peu vieille, et moi, je vais te parler avec moi mon recul de, je suis dans la découverte du plaisir et de la sexualité, putain que ça m'excitait. En fait, j'apprenais plein de trucs, même sans les pratiquer, j'apprenais, et ça m'a servi plus tard. Je m'en rends compte maintenant, ça m'a servi plus tard. Et moi, je me touchais la nouille. Et honnêtement, voilà, pour avoir été dans les tomes beaucoup plus loin, il y a des personnages, genre le personnage de la gynéco qui est vierge, mais c'est tellement chauffant. Enfin, je suis vraiment désolée, on va être dans un truc un peu plus porn, mais oh là là, il m'excitait ce personnage. C'est la première fois, je m'en souviens même encore, alors que j'ai même pas relu le tome aujourd'hui. Mais ouais, j'adore, ça m'excite vraiment énormément. Maintenant, je vais prendre la Jade de 2022 qui a 27 ans. Ouais, quand même, ça m'excite un petit peu, beaucoup moins parce que j'ai pu me faire ma propre expérience sexuelle, parce que je suis passée à autre chose, parce que j'ai découvert d'autres choses aussi pour me stimuler sexuellement. Mais je garde en tête que ça reste quand même un super guide. Vraiment, si je peux le conseiller, je le conseille, très sincèrement, avec du recul, encore une fois, avec le recul de c'est paru il y a 25 ans pour la première fois. Voilà, c'est quand même des histoires de couples japonais, on reste quand même dans une certaine logique, une certaine culture japonaise, même si les thèmes qui sont traités sont certes universels, mais je le conseille avec grand plaisir à quelqu'un qui se pose des questions sur ce genre de choses, qui s'y connaît pas énormément. Je trouve que c'est une très bonne entrée en matière. C'est une entrée en matière qui est, pour quelqu'un qui est un peu jeune, expérimenté, selon moi, très excitant. Et franchement, même si vous avez une certaine expérience sexuelle et que ça vous intéresse, mais foncez sur Step Up Love Story. Bon, on a appris que Pika avait apparemment des versions numériques, mais vous pouvez le trouver sur plein d'autres sites, de quelque manière que ce soit, ou encore une fois sur des sites de revente comme Vinted ou d'autres sites. Voilà, n'hésitez pas à vous procurer les tomes, c'est très facile et que ça coûte pas cher. Mais en tout cas, pour moi, c'est un grand oui pour Step Up Love Story.
Merci de nous avoir écoutés. On espère qu'on vous a donné envie de vous mettre à votre tour à Step Up Love Story. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode et rendez-vous sur notre Instagram @n'importecu pour être au courant des prochaines émissions. D'ici là, on se dit à dans 2 semaines. Allez, ciao! Daniel, Julien, la route est longue, hein? Bon voyage, Maurice. Nous préférons rester ici. On va s'en donner à cœur joie. Salut, je vais me faire bourrer toute la journée, j'ai trouvé la queue qu'il me faut. Peut-être est-ce que vous la trouverez vous aussi. Hey, ciao.